Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le 5e épisode d'Urbanité verte. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel qui concerne tout particulièrement les acteurs du bâtiment, la gestion des déchets. On parle ici de dizaines de millions de tonnes chaque année, rien qu'en France. Effectivement, si on regarde d'un peu plus près les chiffres, le secteur du BTP génère 240 millions de tonnes de déchets. Et si on regarde juste le bâtiment, on atteint 43 millions de tonnes. C'est des chiffres assez énormes et donc c'est assez stratégique pour la filière de s'y pencher. Justement, comment la France gère-t-elle ces montagnes de déchets? Et surtout, comment peut-on réellement offrir une seconde vie à ces matériaux? Actuellement, on a à peu près 75% de nos matériaux qui sont valorisés. Qu'est-ce qui se cache derrière la valorisation? Le réemploi, la réutilisation, le recyclage et la valorisation, qu'elle soit de matière ou énergétique. Et donc sur nos 43 millions de tonnes de déchets, on en a encore 11 millions qui sont enfouis. Donc c'est là tout le cœur du sujet, faire entrer le secteur du bâtiment dans l'économie circulaire. Parlons justement du cadre réglementaire français, et en particulier de la responsabilité élargie du producteur, la fameuse REP PMCB. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces lettres? Derrière la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. C'est pas un concept nouveau, en fait ça existe déjà depuis longtemps. Il existe différentes REP, par exemple, ça apparaît la première en 1993 pour les emballages ménagers, et aussi on a l'habitude de la voir, par exemple quand vous allez chez Leroy Merlin, vous croisez des réceptacles avec des piles, donc ça, les piles sont dans le cadre d'une REP depuis 2006. Nous, de notre côté, dans le monde du bâtiment, on appelle ça la REP PMCB pour Produits et matériaux de construction du bâtiment. C'est un acronyme assez important et à retenir, d'autant plus qu'on le croise de plus en plus dans notre charte chantier faible nuisance. Concrètement, comment fonctionne cette REP? On parle souvent du principe du pollueur-payeur lié à la loi AGEC. Exactement. La loi anti-gaspillage pour économie circulaire, la loi AGEC, a été émise avec un arrêté en 2020 et impose aux producteurs et aux distributeurs qui mettent sur le marché des matériaux de financer leur fin de vie. C'est vraiment ça la clé, rendre responsables ceux qui fabriquent ou vendent ces matériaux. Ces producteurs et distributeurs doivent donc payer une éco-contribution. À qui exactement est-ce qu'ils la payent? L'éco-contribution, c'est facile, elle doit être payée aux éco-organismes. Qui sont-ils? Dans le domaine du bâtiment, on en a 4, Écominéraux, Écomaison, Valdelia ou Valobat. Et ces 4 éco-organismes sont coordonnés par l'OCA Bâtiment. Ces organismes assurent toute la chaîne de gestion des déchets. La collecte, le tri, le traitement, puis la valorisation. On entend souvent parler de la reprise gratuite des déchets triés. C'est vraiment le cas? Oui, c'est vraiment le cas et c'est une des obligations centrales de la REP. Mais la reprise est effectivement gratuite, mais que si les déchets sont bien triés sur chantier. Donc c'est pour ça que c'est assez important d'être sensibilisé dès la phase chantier. Et ces points de collecte sont facilement accessibles partout? Actuellement, non, mais c'est en plein déploiement. L'objectif, c'est que fin 2026, l'ensemble du territoire soit maillé totalement avec un site de collecte à moins de 10 ou 20 km. Et ça va forcément dépendre aussi des territoires. Et qu'en est-il des très gros chantiers? Alors pour les très gros chantiers, typiquement au-delà de 50 mètres cubes de déchets générés, il y a même des services spécifiques de collecte organisés directement sur le site de chantier. Au-delà de la collecte, il y a aussi des objectifs de valorisation ambitieux. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, notamment pour les déchets inertes. Les déchets inertes représentent la grande majorité de nos déchets dans le bâtiment. Et donc les objectifs vont évoluer. Donc on va essayer de viser 43% de recyclage et surtout 88% de valorisation globale d'ici 2027. C'est énorme, surtout comparé à avant où une grande partie finissait en enfouissement. Et donc là, le distinguo entre recyclage et valorisation. Recyclage, on vient par exemple euh, concasser du béton qui est démoli pour le réinjecter dans le cycle de fabrication du béton. Tandis que la valorisation globale, c'est qu'on va, tout pareil, euh, concasser le béton et par exemple s'en servir pour faire du remblaiement sous la voirie. Ce qui suppose un tri rigoureux dès le chantier, n'est-ce pas? Effectivement, je vous le disais déjà précédemment, le tri à la source est essentiel. C'est la condition sine qua non pour pouvoir valoriser efficacement les déchets. Cela va aussi engendrer un défi logistique, mais celui-ci est nécessaire pour atteindre ces objectifs ambitieux. Justement, parlons du réemploi. On voit bien que la réglementation pousse cette pratique au-dessus même du recyclage. Pourquoi selon toi? Le réemploi, effectivement, est prioritaire, car il préserve au maximum la valeur des matériaux. Les éco-organismes y contribuent fortement avec des soutiens financiers, des diagnostics ressources pré-démolition qui peuvent être financés, ou encore la mise en place d'annuaires pour identifier les acteurs du réemploi sur l'ensemble du territoire. On parle donc d'une structuration complète de la filière. Oui, absolument.
Ça va de la formation des équipes qui déposent et contrôlent les matériaux jusqu'aux assurances juridiques pour leur remise sur le marché, en passant par les lieux adaptés au stockage et à la vente. Donc ça va vraiment mobiliser différentes parties prenantes, de la phase chantier en passant par les assureurs. Donc tout le monde doit être mobilisé sur ce chantier du réemploi. Une véritable mutation du secteur avec de nouvelles compétences à acquérir. Complètement. Et cela va de pair avec la tendance actuelle à privilégier la rénovation sur la démolition-reconstruction, favorisant ainsi naturellement le réemploi. On peut parler ainsi de réemploi du bâtiment. Et concernant les filières parallèles, est-ce qu'il y a une volonté de mutualisation des efforts? Oui, clairement. Il y a des initiatives concrètes pour mutualiser la logistique, et ce sur un même chantier, intégrant non seulement les déchets du bâtiment, mais aussi le mobilier et les équipements électriques en fin de vie. Et du coup, ça fait un peu intervenir les différentes REP, comme la REP sur les D3E. Et donc, en fait, à la fin, tous les matériaux et composants devront être cadrés avec une REP dans un but de retrouver quelque chose de vertueux. Pour suivre tous ces flux, quel outil utilise-t-on? Alors, les outils qu'on utilise à l'heure d'aujourd'hui, c'est Track Déchets. Donc, on l'utilise actuellement surtout pour les déchets dangereux, les déchets amiantés et pour tout ce qui est terre excavée. Ça permet d'assurer la traçabilité complète des déchets. Il existe aussi d'autres bases de données et d'autres applications, même si c'est encore perfectible, mais elles permettent quand même de centraliser les données pour suivre la performance globale de la filière REP. Et n'oublions pas l'impact de la réglementation européenne avec la taxonomie et la CSRD. Comment ces cadres européens influencent-ils concrètement le secteur du bâtiment? Et bah, avec la CSRD et la taxonomie verte, ces deux réglementations vont pousser les entreprises à être plus transparentes sur leurs pratiques environnementales et à mieux gérer leurs ressources. Ça va permettre à tous les investisseurs en fait, de flécher vers des investissements plus verts et plus en faveur d'une transition écologique. Et cela stimule clairement le marché du réemploi et des matériaux durables. En parlant d'avenir, d'autres textes se préparent aussi au niveau européen, non? Effectivement, sur le plan européen, il y a pas mal de choses en préparation et surtout des mises à jour, parce que la majorité des textes existent déjà. On attend par exemple des évolutions sur le règlement européen relatif au transport des déchets, le RTD, la directive éco-conception ou encore le règlement des produits de construction, le RPC, qui vont tous les trois renforcer les exigences environnementales. Pour conclure, selon toi, au-delà des compétences techniques et organisationnelles, quel modèle économique les entreprises vont-elles devoir inventer pour faire du réemploi une solution viable et pas seulement une option écologique marginale? Pour moi, le réemploi, ça nécessite quand même de tout réinventer, de penser différemment. Ça veut dire intégrer dès le départ la valeur du réemploi. Donc sensibiliser en amont l'ensemble des groupements, que ce soit aussi bien la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Dans ce sens, chacun va devoir adopter une approche économique circulaire en structurant aussi de véritables marchés de seconde main et développer des partenariats industriels durables. Bref, c'est tout un écosystème à repenser, mais le potentiel est immense et au service de valeurs simples et évidentes pour la plupart des personnes. Un sacré défi en perspective, mais passionnant. Merci beaucoup pour cet échange éclairant, et merci à vous de nous avoir écoutés. À très vite pour un nouvel épisode d'Urbanité Verte.